Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, au sommaire de ce vendredi 24 janvier. Projet d'envergure pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, la réhabilitation du quartier Hypercentre. Première étape, la consultation des habitants. Nous avons assisté à l'un des ateliers de réflexion sur le projet. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a remis une circulaire au préfet leur demandant de n'attribuer de couleur politique qu'aux communes de plus de 9000 habitants. Une décision qui fait débat et dont nous discuterons avec notre invité du jour. Le salon de Choose France à Versailles, première pierre pour le lycée franco-allemand de Buc et mobilisation contre les épreuves du contrôle continu du baccalauréat. Nous reviendrons sur ce qui a rythmé la semaine dans les Yvelines. Et c'est l'un des projets d'envergure lancés par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines depuis cet été, la réhabilitation de son hypercentre, un projet qui se veut penser avec les habitants et pour cela une grande phase de concertation est en cours. Reportage durant un atelier de réflexion avec Jade Brun. Le secteur hypercentre de Saint-Quentin en Yvelines va être réaménagé. Pour ce projet, un groupement multidisciplinaire de professionnels de l'urbanisme a besoin des habitants et usagers pour dessiner le projet qui répondra le plus à leurs besoins. L'objectif, c'est arriver à un aménagement durable qui crée de l'attractivité, de l'animation sur ce secteur, à l'image de Saint-Quentin, à l'image de la ville de Montigny. Voilà, c'est un secteur central qui représente et qui une polarité importante sur le secteur. Après une balade urbaine pour pointer les problématiques des lieux le mois dernier, cet atelier permettait aux habitants de débattre et de faire des propositions sur 3 thématiques, les usages et déplacements, la nature en ville et l'identité générale souhaitée pour le quartier. J'attends surtout une grande amélioration sur le déplacement dans la commune, mettre un peu de nature, verdure, eau, à des endroits bien spécifiques. C'est hyper important de pouvoir nous consulter, nous les habitants. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. Et la manière dont c'est fait, ces ateliers, les visites, etc., je trouve ça génial. Les cartes sont agrémentées de pictogrammes indiquant les lieux et la nature des problèmes et une grande roue réunit les idées et volontés d'aménagement pour les 3 thématiques abordées. Ces plans plus cette roue fabriquent un peu pour nous le programme de départ sur lequel on va commencer à dessiner l'espace public. 2 ateliers de ce type ont eu lieu dans la journée. Un dernier se tiendra le 29 février pour une restitution du travail des habitants. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a adressé au préfet une circulaire qui fait débat. Le document leur demande de n'attribuer une nuance politique aux candidats que dans les communes de 9000 habitants et plus, et les villes préfectures et sous-préfectures. Une décision qui inquiète certains partis qui considèrent que cela pourrait fausser l'interprétation des résultats au niveau national. Une circulaire que nous allons décrypter avec vous, Stéphane Manson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Donc, pour commencer, qu'est-ce que ça change concrètement, cette circulaire, finalement? Ce que ça change concrètement, ça ne bouleverse rien, ça change simplement une perspective, si vous voulez. Jusqu'à présent, pour les communes de moins de 1000 habitants, les communes de moins de 1000 habitants en France, c'est plus de 70% du paysage communal. On a un paysage communal qui est extrêmement éclaté, avec donc une domination énorme des petites, voire toutes petites communes. Jusqu'à présent, donc, pour les élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants, si les candidats ne s'attribuaient pas eux-mêmes une étiquette politique, alors le préfet leur en attribuait une d'office, de manière tout à fait, alors pas arbitraire. Il y avait une grille d'analyse en tenant compte des discours qui étaient tenus, du passé des candidats, des professions de foi qui étaient distribuées. On accolait, l'État, via le préfet, accolait donc sur les candidats et les listes de candidats une étiquette politique. Alors il y avait, je crois, je ne sais plus, 17 ou 22 nuances possibles. Aujourd'hui, il s'agit de faire remonter ce seuil de 1000 habitants au seuil de 9000 habitants, en disant que désormais, les listes qui ne s'attribueront pas d'elles-mêmes une étiquette politique se verront ne seront plus prises en compte pour cet étiquetage. Alors ce que ça change, c'est que, et c'est l'objet des critiques, si vous voulez, qui sont émises par les oppositions, ça consiste à poser que les scores réalisés par ces listes qui ne seront désormais plus étiquetées ne seront plus décomptés à l'échelon national. Voilà ce que ça change. Mais finalement, si vous voulez, ça ne
ne bouleverse pas grand-chose. Ça augmente, c'est vrai, le nombre de voix qui ne seront pas prises en compte à l'échelon national, mais sans que les choses soient réellement bouleversées. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement les petites communes ne comptent plus? Alors symboliquement, mais vous voyez, c'est déjà très, très compliqué parce qu'au départ, on peut, et ce qui n'est jamais fait d'ailleurs, ni par le personnel politique, ni par la presse, ni par les journalistes, on peut se demander, s'interroger sur l'opportunité qu'il y a à additionner les résultats de 35 800 scrutins locaux, les municipales c'est ça, avec fondamentalement 35 800 problématiques, contextes politiques extrêmement différents. Et en règle générale, j'oserais vous dire que ça ne rime pas à grand-chose de donner une signification globale aux élections municipales. Où ça a de la signification, c'est pour les grandes communes. Alors à partir de quand on est une grande commune? Le seuil de 9 000 habitants qui est aujourd'hui, qui figure dans la circulaire Castaner, n'est pas sans logique parce qu'il correspond dans le code électoral au seuil à partir duquel les frais de campagne des candidats sont remboursés. Donc le droit des campagnes électorales s'applique à compter du seuil de 9 000 habitants. Et donc ça laisse sous-entendre qu'à compter de ce seuil, on considère que le débat électoral au sein de la commune revêt un caractère politique. Alors qu'en deçà, c'est très arbitraire en effet, en deçà, c'est pas de la politique, c'est plutôt, si vous voulez, de l'interconnaissance. On considère qu'en deçà de 9 000 habitants, les gens se connaissent entre eux, les gens votent en toute connaissance de cause, mais en se connaissant et pas pour des étiquettes politiques. Cette évolution, elle était réclamée depuis assez longtemps par l'Association des maires de France et par l'Association des maires ruraux de France, en disant mais on nous donne des étiquettes politiques qui correspondent parfois pas du tout aux tendances des candidats, et puis il y a des candidats qui ne veulent pas être politiquement étiquetés parce que dans les petites communes, la question c'est pas de savoir si on est de droite, de gauche, du centre, La République en marche ou que sais-je, c'est de proposer un projet ou voire même parfois de trouver un candidat. Dans certaines toutes petites communes, il n'y a pas de candidat et donc c'est assez compliqué. Et donc le problème est là, ça n'est pas du tout un problème de politique nationale. Mais d'ailleurs, cette histoire d'étiquette politique, même dans les grandes communes, on se rend compte que les candidats la revendiquent de moins en moins, donc il y a des soutiens, il y a moins d'investiture. Finalement, est-ce que ce n'est pas un phénomène global où on s'éloignerait des partis politiques pendant ces élections municipales? Bien sûr, vous avez raison. Et ce phénomène-là, il est très perceptible en ce moment pour les élections municipales de mars prochain, mais ça fait plusieurs scrutins. Il y a peut-être 1 à 2 décennies où on s'aperçoit qu'aux élections municipales, il y a une espèce de méfiance à l'égard des partis politiques et que les candidats revendiquent parfois n'être soutenus par aucun parti, alors que dans la conception plutôt traditionnelle, on allait chercher l'investiture, du moins dans les grandes communes. Ça, vous avez raison. Et comment on s'y retrouve finalement? Parce que la décision finale d'étiquetage par la préfecture, ça garantit une certaine transparence pour les électeurs. Une certaine transparence, oui et non, parce que, encore une fois, ça ne correspond pas exactement à la nature des candidats ou de la liste, aux orientations des candidats ou de la liste en cause. Donc une transparence, oui, mais qui peut être une transparence faussée. Et c'était la revendication de l'association des maires, en effet. Donc il y a un autre phénomène dans cette continuité qu'on observe sur le terrain, c'est le regain de la démocratie participative, les listes citoyennes, donc dans les petites communes mais aussi dans les plus grandes. Ça avait commencé en 2014, en 2020 ça se confirme. Pareil, vous l'observez dans les Yvelines aussi? Oui. Il y a une multiplication, et c'est très bien pour la démocratie, une multiplication des listes. J'ai le sentiment aussi, on le voit dans les 236 ou 86 communes des Yvelines, enfin dans presque toutes ces communes, un changement de génération, j'ai l'impression, dans beaucoup de communes, où des maires qui étaient en place depuis assez longtemps ne se représentent pas ou sont sérieusement concurrencés par des candidats extérieurs. Ces listes citoyennes, c'est une bonne chose, parce que ça montre que les citoyens comprennent bien que proposer, se plaindre, etc., c'est une chose, mais il faut essayer d'aller aux commandes. Et en démocratie,
jusqu'à présent nous sommes dans une démocratie, c'est finalement pas si compliqué que cela aux élections municipales que de se porter candidat. C'est autre chose que d'être candidat aux élections législatives ou évidemment aux sénatoriales, là c'est encore plus complexe, où il faut vraiment un encadrement politique assez fort. Au municipal, c'est encore possible. Alors pour conclure, finalement, quels sont les enjeux d'une élection municipale dans les Yvelines ? Dans les Yvelines, les enjeux, c'est de voir si la droite traditionnelle, les Républicains, maintiendront leur position, qui est une position historique. Le département des Yvelines est un département, j'allais dire classiquement de droite modérée, du point de vue de son opinion publique, y compris sur le champ municipal. Et puis il y a un autre enjeu, c'est évidemment, qui est un enjeu national aussi, de voir quel score obtiendront les listes qui sont soit étiquetées, on revient au débat de tout à l'heure, soit soutenues par La République En Marche. Très bien, merci Stéphane Manson d'être venu sur notre plateau. Je rappelle, vous êtes professeur de droit public à l'UVSQ. On passe au reste de l'actualité de la semaine. Pour cette 3e édition du sommet de Choose France, le président de la République Emmanuel Macron a réuni 200 patrons de grands groupes français et mondiaux au château de Versailles. Objectif, vanter l'attractivité économique et financière de la France. Une attractivité qui fonctionne. Durant la journée, le groupe de télécommunications suédois Ericsson a annoncé l'installation de son centre de recherche et développement pour la 5G à Massy au pôle d'innovation de Paris-Saclay. Les réactions au micro de Nicolas Dandry. Si on le met là pour le moment, c'est parce qu'à côté de chez nous, il y a le Paris-Saclay. Et là, on y trouve à la fois des compétences, on y trouve des industries et on peut construire un écosystème qui va être favorable à notre développement. On regarde beaucoup d'événements sportifs comme étant un élément tangible d'implémentation des cas d'usage de la 5G. Spécifiquement le vélodrome, pas forcément, mais s'il y a une opportunité pour le faire, on le fera. Une véritable opportunité pour Ericsson de se trouver là encore dans un écosystème académique excellent et puis ce qui nous permettra de porter la question de la 5G avec une vision beaucoup plus nationale et européenne. L'entreprise Hydrolis a présenté ses vœux cette semaine. Lors d'une matinée, des activités et des visites étaient organisées pour comprendre le traitement des eaux. L'entreprise en a profité pour présenter sa nouvelle unité de biométhanisation de l'usine et a tiré le bilan de l'année 2019. Mathilde Demilly. Depuis décembre 2019, la station d'épuration Carré de Réunion a installé sa nouvelle unité de biométhanisation capable de produire de l'énergie. L'objectif des injections de biométhane dans le réseau de gaz GRDF est de produire des énergies renouvelables locales. Il s'agit d'utiliser l'énergie produite par la station pour faire en sorte que plutôt que de brûler cette énergie avec une torchère, transformer le biométhane et l'injecter dans le réseau de gaz. L'injecter dans le réseau de gaz, pourquoi ? Pour alimenter soit des bus, c'est pour ça que vous avez des bus au gaz ici, soit du chauffage urbain. Et puis c'est aussi pour faire baisser la facture. Pour 2020, Hydrolis se concentre sur de nouveaux projets, notamment sur la trajectoire des eaux usées et des eaux pluviales entre la station d'épuration et Saint-Quentin-en-Yvelines. On souhaite aussi travailler sur la liaison qu'on appelle liaison Saint-Quentin-en-Yvelines, qui permet en fait de ramener des effluents au plus près de la station la plus proche de ces effluents-là à traiter. Donc ça représente à peu près 4 millions de mètres cubes qui peuvent potentiellement être traités dans la station d'épuration. La réhabilitation des collecteurs en assainissement et la mise aux normes de la station d'épuration de Villepreux seront également des projets abordés durant l'année. Le lycée franco-allemand situé à Buc aura bientôt un nouveau visage. Mercredi, la région Île-de-France, le département des Yvelines et l'Académie de Versailles se rassemblaient sur le chantier pour déposer la première pierre. L'établissement connaît d'importants travaux de rénovation depuis le mois de septembre. Mélanie Poquet. Une première pierre symbolique. Le 22 janvier 1963 était signé le traité de l'Élysée, donnant naissance en 1975 au lycée franco-allemand qui connaît aujourd'hui une rénovation complète. Des travaux d'un montant de 56 millions d'euros pris en charge par la région et le département. La région veut des lycées campus aujourd'hui, très tournés vers l'enseignement supérieur, la préparation de la vie professionnelle et tout ça, évidemment, ça conduit à des bilicences, ça conduit à des études supérieures de lettres. Le département des Yvelines, avec la région Île-de-France, voulait véritablement
aboutir. Jusqu'au moment où le département a pris la décision de faire, parce que la région disait oui, mais ne nous accompagnait pas, jusqu'à ce qu'il y ait la volonté de Valérie Pécresse qui vient de s'exprimer. 69 salles d'enseignement, plus de 12 000 mètres carrés, un gymnase et un plateau sportif ouvert au public. Accueillant aujourd'hui près de 900 élèves, le lycée pourra recevoir jusqu'à 1300 jeunes. Il y a une liste d'attente, alors c'est peut-être lié au fait qu'il n'y a qu'un seul établissement en France aujourd'hui et où on essaye de venir ici suivre un enseignement de qualité mais porté sur une culture internationale et sur un cursus qui permet aux élèves d'aller très facilement ensuite faire leurs études à l'étranger. L'anglais aujourd'hui c'est comme les mathématiques, il faut le savoir. L'allemand est un vrai atout en plus et ça les gens se rendent compte que ça les aide dans leur avenir personnel, professionnel, culturel. Les premiers pas des élèves dans leurs nouveaux locaux devraient se faire pour la rentrée 2021. La dernière phase des travaux est prévue pour le 31 mars 2022. Et si on apprend l'allemand à Buc, on peut maintenant s'expérimenter au rugby à Versailles. Le rugby club de Versailles s'est associé au lycée Jules Ferry pour ouvrir une section sportive. Depuis septembre, les lycéens qui ont intégré cette section ont une dizaine d'heures de cours dédiés au ballon ovale, 2 ans de préparation pour cette ouverture, dont la signature officielle a eu lieu le 13 janvier dernier. Une section inédite dans les Yvelines pour assurer la continuité de ce qui se faisait déjà dans certains collèges. Le rugby club de Versailles souhaite aussi conserver ses jeunes joueurs pour alimenter son équipe senior et accueillir plus de jeunes filles. Ils étaient invités dans le 7-8 Sport de Mickaël Elmidoro lundi. Les retours sont très positifs parce que, étant tous les deux coachs au RCV, on voit des progrès dans nos joueurs et dans nos équipes. Les 7 joueurs qui sont à la section sont titulaires dans notre équipe cadet. Et après, on voit aussi pour certains élèves une amélioration au niveau scolaire, au niveau de la concentration, de la rigueur, de la progression au niveau de l'autonomie, gestion des devoirs et des entraînements. Donc un retour pour l'instant plutôt positif. Et des lycées parfois mobilisés contre la nouvelle formule du baccalauréat cette semaine. Les épreuves du contrôle continu comptant pour la note finale du baccalauréat, les fameux E3C, débutaient cette semaine. Ils ont été parfois perturbés dans certains établissements. À Guyancourt, les élèves de première du lycée de Villaroy ont mené une action mardi matin. Une centaine de jeunes présents pour s'opposer à la réforme du bac. Ils dénoncent un manque d'informations, de préparation et demandent un report. Des actions similaires ont eu lieu à Mantes-la-Jolie, au Mureau et à Limay durant la semaine, ainsi qu'à Versailles où une cinquantaine d'enseignants s'est donné rendez-vous devant les locaux de l'académie. Ils ont déposé des livres et des cahiers devant les grilles du rectorat et ont affiché plusieurs faux chèques d'un montant de 50 000 € correspondant au montant des primes de fin d'année reçues par les recteurs et directeurs académiques, une action qui entrait également dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. Et justement, les professions mobilisées redoublent de créativité pour exprimer leur désaccord avec cette réforme, comme par exemple les avocats du barreau de Versailles qui ont reçu le soutien d'un parachutiste. Vous le voyez à l'image, ce dernier s'est filmé durant un saut avec une pancarte « Avocat en grève ». Il a posté la vidéo sur les réseaux sociaux en mentionnant le barreau de Versailles. La vidéo compte près de 110 000 vues à l'heure où nous enregistrons cette émission. Du lycée aux études supérieures. Depuis le mois de septembre, l'ESTACA a lancé une chaire avec 2 entreprises partenaires, Renault et Bertrand. Le sujet d'étude, le véhicule autonome. Une chaire officiellement lancée cette semaine, Mélanie Poquet. Une 3e chaire à l'ESTACA comprenait un enseignement dédié aux enjeux du véhicule autonome et pensé en partenariat avec des industriels. Ce véhicule va être connecté avec des nouvelles technologies qui sont émergentes et qui sont encore récentes. Et donc il faut pouvoir accompagner la montée en compétences des salariés en entreprise sur des thématiques qui sont nouvelles, comme l'IoT, le big data, la cybersécurité, l'aide à la décision. Un partage d'expertise et de besoins. 2 partenaires majeurs sont associés à cette chaire amenant 50 000 € par an. 2 entreprises du territoire yvelinois, le groupe Bertrand installé à Vélizy-Villacoublay et le groupe Renault basé à Guyancourt. Associé aux compétences existantes, puisque la physique ne change pas, donc associé aux compétences existantes, il s'agit de développer d'autres outils, d'autres méthodes qui permettent d'aller adresser les capteurs, l'intelligence artificielle pour les intégrer, etc. Donc c'est une addition, donc en addition de ce qui existe déjà, et donc c'est une chaire qui vient dans le programme global, qui vient enrichir le programme global. La chaire va permettre de financer l'ingénierie de cette formation. Renault n'est évidemment pas le seul contributeur. Tous ceux qui vont ensuite envoyer des gens en formation sont partenaires de la chaire et vont collaborer ainsi.
La formation se déroule sur 3 années ou en module de formation continue. L'Estaca vise une vingtaine de salariés formés par année. En septembre 2021, cette chaire s'ouvrira à l'apprentissage pour 48 élèves. Ils sont formés à l'aéronautique, l'automobile, les transports guidés et le spatial, mais avant de les retrouver comme ingénieurs, c'est sur scène qu'ils vont se produire. Le club théâtre de l'Estaca propose sa représentation le jeudi 30 janvier dans l'auditorium de l'établissement, une pièce écrite par l'un des étudiants dans laquelle interviennent 7 jeunes comédiens de l'école. Depuis septembre, ils répètent match à domicile au moins une fois par semaine après les cours. On les écoute au micro d'Aurélie Ronze. Le sujet, il est moderne, c'est sur les applications de rencontres. C'est un peu une parodie de Tinder, qui s'appelle Pinder dans la pièce, justement. Mais on a essayé de traiter ça de façon assez classique, quand même, avec des quiproquos. On a essayé de faire une sorte de vaudeville moderne. J'ai commencé quand j'étais petite, j'avais 10 ans, et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et qui m'a toujours plu de pouvoir m'exprimer autrement. Et donc voilà, j'ai voulu continuer parce que ça me fait sortir des cours et des mathématiques, etc. L'Académie de Versailles a présenté la semaine dernière un plan de prévention des violences pour un climat scolaire apaisé. Dans les communes de Saint-Quentin en Yvelines, la prévention face au harcèlement scolaire et l'isolement des jeunes était déjà active. Reportage avec des exemples à Plaisir et Montigny-le-Bretonneux. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire. En plus de faire preuve de vigilance, il est nécessaire de faire de la prévention. Dans les cours de récréation des écoles élémentaires de Plaisir, des bancs bien identifiables ont fait leur apparition au mois de décembre. J'ai eu une dispute, j'ai été m'asseoir sur le banc, puis après il y a quelqu'un qui est venu pour qu'on joue ensemble. Car ce banc vert est un banc de l'amitié. Inspiré par une école privée du département, la ville de Plaisir a souhaité l'installer dans toutes ses écoles. Le fait d'avoir un banc de l'amitié, ça permet à des enfants d'avoir un lieu repère pour se positionner, pour s'y asseoir et faire comprendre aux autres, sans forcément le verbaliser, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Plus que le harcèlement, ce banc est un outil de lutte contre l'isolement dont les enfants se sont déjà saisis. La demande de ce banc avait même été faite par un jeune de cet établissement scolaire il y a quelques années. Pour les collégiens de Montigny-le-Bretonneux, n'importe qui pourrait être pris pour cible du harcèlement. La prévention passe aussi par le théâtre. La ville a établi un partenariat avec les établissements depuis une dizaine d'années. Ils suivent des ateliers sur le bien vivre ensemble tout au long de leur scolarité. La séance de débat théâtral intervient une fois par an pour les classes de 4e. Les équipes enseignantes nous le disent aujourd'hui qu'en fait les jeunes viennent plus parler. Ce n'est pas forcément les jeunes qui sont victimes, mais voilà, les amis, l'entourage, ils vont aller plus parler vers l'adulte. Ils ont un peu plus conscience des personnes référentes autour d'eux. Au programme, 4 scènes représentant des situations de harcèlement, les adolescents sont ensuite invités à monter sur scène pour entrer dans la peau d'un personnage et corriger les comportements. Les adultes encadrant les établissements nous le disent, c'est comme un petit miracle parce qu'ils voient leurs élèves d'une manière différente. Finalement, est-ce que les élèves ne viennent pas faire passer leur message à travers des personnages ? La magie opère, les jeunes improvisent avec les comédiens et trouvent les solutions pour éviter les situations de harcèlement. De la mise à l'écart à cause d'un physique ou d'une tenue vestimentaire au cyberharcèlement, toutes les thématiques sont abordées. Je suis passée avec Kenza, elle se faisait harceler, elle allait se faire agresser et je l'ai défendue. Une fois le spectacle terminé, les enseignants sont amenés à poursuivre le travail. Objectif, amener les jeunes à parler. Et pour votre rubrique en Ile-de-France, direction Pontoise. Depuis quelques mois, les enfants hospitalisés au sein de l'hôpital René Dubois peuvent s'improviser pilote de bolide sur le chemin du bloc opératoire. Objectif, dédramatiser les interventions médicales. Michael Joly de nos confrères via Grand Paris. Place au bolide. Cette voiturette est la nouvelle venue dans le service de chirurgie ambulatoire de l'hôpital de Pontoise. Elle transporte les enfants jusqu'au bloc opératoire, une initiative originale qui permet de dédramatiser l'intervention auprès des petits et des parents. Ce jour-là, c'est la petite Mélia qui prend le volant sous le regard attendri de sa mère. C'est vraiment top, ça lui fait passer le temps, on voit que ça a été réfléchi pour un accueil des enfants dans de meilleures conditions, ce qui n'est pas le cas dans d'autres hôpitaux malheureusement, et le temps est passé très vite pour elle heureusement, oui. Donc tout va bien, vous êtes soulagée ? Soulagée, on attend le retour après, mais effectivement pour l'instant sereine, effectivement, oui.
Nous avons remarqué plein de changements, surtout au niveau de l'anxiété des enfants. Ils sont beaucoup plus détendus à l'arrivée au bloc opératoire et aussi au niveau des parents. Ils voient qu'on les prend d'autant plus en charge par la distraction, le jeu, et donc ils laissent leur enfant beaucoup plus posément qu'avant. Derrière cette idée, l'association des petits doudous, afin d'améliorer la prise en charge des enfants, ses membres, des soignants, essaient de rendre ludique chaque étape du passage à l'hôpital, notamment le moment de l'endormissement avec le masque d'anesthésie. Réunion des pompiers, on te l'avait déjà montré, tu vois, on va respirer fort comme ça, puis on va faire un petit doudou. Et puis après, tu vas... Les enfants sont essentiellement endormis avec un masque facial au bloc opératoire. Donc on donne le masque à l'enfant quand il arrive et on lui fait décorer avec des gommettes, ce qui permet à l'enfant de se l'approprier de façon à ce que ça soit quelque chose de plus ludique et que ça soit moins anxiogène pour lui. Avec les petits doudous, l'atmosphère est moins pesante dans le service de chirurgie ambulatoire. L'association se finance grâce au recyclage de matériel chirurgical et aux dons du public. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se quitte en images et en musique avec un extrait du dernier album de Corneille. Il sera en concert jeudi 30 janvier à Andrézy. Beau week-end sur TV78. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On a ce qu'on nous donne et le risque on l'apprend. On est fait de prières.